Le 14 octobre 1964, 4h22 du matin, un appartement sombre au cinquième étage d'un immeuble préfabriqué de la rue Sovietskaya à Leningrad, où l'air stagnant porte l'odeur âcre du charbon bon marché et du thé refroidi depuis la veille, un tic-tac obsédant de l'horloge murale perce le silence comme un compte à rebours invisible. Et dans la chambre exiguë, où les murs suintent d'humidité malgré le froid qui s'infiltre par les fissures des fenêtres scellées avec du papier journal jauni, Piotr Ivanovitch Sokolov, 42 ans, ingénieur au chantier naval, se redresse brusquement sur son lit grinçant, le cœur battant au rythme d'un signal radio qu'il n'entend plus que dans ses rêves hantés, sa main tâtonnant instinctivement vers la table de nuit, où repose, dissimulée sous un faux fond d'une boîte à cigares, la petite radio à ondes courtes qui capte les murmures codés de la voix de l'Amérique, ces transmissions fragmentées qui lui dictent, depuis 3 ans, les emplacements des boîtes aux lettres mortes dans les parcs enneigés ou les recoins des gares désertes. Il allume une Bellomore Canal d'une main tremblante, la flamme du briquet dansant comme une menace dans l'obscurité, et aspire profondément, laissant la fumée âpre envahir ses poumons, tandis que ses yeux scrutent les ombres du plafond craquelé, se demandant si le grincement lointain dans l'escalier n'est pas déjà le premier pas d'un voisin trop curieux, ou pire, d'un agent du comité pour la sécurité d'État qui aurait flairé la trahison dans l'air vicié de l'immeuble. À côté de lui, sa femme, Nadia, dort d'un sommeil agité, ses paupières frémissant sous le poids des non-dits accumulés, des nuits passées à compter les pas dans le couloir commun, à épier les lumières qui s'allument trop tard sous les portes mitoyennes, et dans la pièce attenante, séparée par une simple cloison de contreplaqué, leur fils unique, Ilya, 8 ans, remue dans son lit étroit, un garçon aux cheveux blonds en bataille et aux yeux verts, hérité d'un grand-père polonais jamais nommé, un enfant qui, la veille encore, a joué avec des camarades d'école à lancer des cailloux sur les corbeaux du terrain vague, ignorant que ces mêmes cailloux pourraient bientôt rouler sur la tombe de sa famille entière. Piotr écrase sa cigarette dans un cendrier débordant de mégots noircis, le filtre mâchonné jusqu'à la pulpe, et se lève sans bruit, ses pieds nus effleurant le linoléum froid qui colle à la peau comme une sentence. Il traverse la cuisine, où la vaisselle sale de la veille attend sous une couche de graisse figée, et s'approche de la fenêtre donnant sur la cour intérieure, où les bennes à ordures débordent de déchets gelés sous la lumière jaunâtre d'une ampoule unique qui bourdonne comme un essaim d'abeilles enragées, ses doigts écartant précautionneusement le rideau élimé pour jeter un regard vers les ombres immobiles des voitures garées en contrebas. Une Volga noire, peut-être, avec ses phares éteints, mais son moteur qui pourrait ronronner en silence, attendant le signal pour surgir dans la nuit comme un prédateur tapi. Le temps s'étire, interminable. Chaque seconde alourdie par le doute qui ronge les os. Et Piotr se demande si la transmission de la nuit précédente, ce microfilm glissé dans un paquet de pain rassis à l'étal du marché central, n'a pas déjà été intercepté par un indicateur infiltré parmi les vendeuses au regard froid et au sourire forcé, ces femmes qui pèsent les rations avec une précision de bourreau, notant mentalement chaque client qui demande trop de sucre ou trop peu de viande. Il recule enfin, le cœur serré, et retourne s'asseoir à la table de la cuisine, sortant d'un tiroir un carnet à spirale codé où il note les détails des contacts. Le rendez-vous du 22 au kiosque à journaux de la perspective Nevsky, l'homme au chapeau fedora avec un journal plié en quart, ses doigts tachés d'encre bleue courant sur le papier sous la lueur vacillante d'une lampe à pétrole, car l'électricité collective s'éteint souvent à cette heure pour punir les locataires de leur existence même. De l'autre pièce, un bruit léger. Ilya s'est levé, pieds nus lui aussi, frottant ses yeux ensommeillés, attiré par la lumière filtrant sous la porte comme un papillon de nuit vers une flamme fatale, et Piotr sursaute, rangeant le carnet d'un geste vif, tandis que l'enfant entre, sa silhouette frêle enveloppée dans une chemise de nuit trop grande, murmurant d'une voix pâteuse « Papa,
J'ai fait un rêve avec des avions qui parlent en anglais. Comme ceux que tu écoutes la nuit. Les mots flottent dans l'air froid comme une grenade dégoupillée, innocents mais chargés d'une vérité qui pourrait fissurer les murs de béton armés de leur vie. Piotr sent son sang se glacer. Il attrape l'enfant par les épaules avec une douceur feinte, chuchotant « Chut, mon fils, ce ne sont que des histoires. Retourne te coucher avant que ta mère ne se réveille. » Mais déjà les yeux d'Ilya brillent d'une curiosité enfantine, innocente, celle qui demain à l'école, lors de la leçon de patriotisme dirigée par la maîtresse du parti, pourrait glisser entre ses lèvres comme un poison sucré. Chez moi, papa entend des voix d'Amérique. Elles disent que Staline était méchant. Piotr leur accompagne, le bordant sous les couvertures rapiécées, attendant que la respiration de l'enfant redevienne régulière. Mais le doute s'est insinué, un verre dans la pomme de leur quotidien, et ils restent là, assis au bord du lit, écoutant le silence de l'appartement qui semble respirer avec malveillance, les tuyaux qui claquent dans les murs comme des menottes se refermant. Le lendemain matin, 7 heures précises, l'usine sonne son klaxon rauque qui déchire le brouillard laiteux de Leningrad, et Piotr, vêtu de son manteau usé aux poches bourrées de schémas techniques falsifiés, en réalité des plans de sous-marins nucléaires transmis à un contact CIA via un dead drop dans le cimetière de Volkovo, descend l'escalier en colimaçon, chaque marche craquant sous son poids comme un avertissement, passant devant les portes closes où des yeux invisibles pourraient l'espionner à travers les judas graisseux, saluant d'un hochement de tête muet la vieille Babouchka Ivanova au rez-de-chaussée, celle qui écoute toujours sa radio d'État à plein volume pour couvrir les conversations des autres, mais dont les oreilles fines captent les moindres murmures. Et dehors, la rue Sovietskaya s'éveille dans un concert de tramways grinçants et de klaxons impatients. Piotr marche vite, le col relevé contre le vent mordant de la Baltique, jetant des regards obliques aux passants. Un ouvrier en bleu de travail, une femme avec un cabas trop lourd pour ses bras maigres, un milicien en uniforme qui semble s'attarder trop longtemps près d'un arrêt d'autobus et arrive à l'arrêt où le trolleybus 14 le dépose aux portes rouillées des chantiers navals, là où, sous le couvert de son badge d'ingénieur, il photographie les coques des nouveaux K-19, ces tueurs sous-marins destinés à la flotte du Nord, transmettant les négatifs via un réseau de coursiers anonymes jusqu'à Helsinki, franchissant la frontière finlandaise dans les doublures de manteaux. Pendant ce temps, à l'école Naturo 47, un bâtiment trapu aux murs peints en vert kaki, 9h15, Ilya Sokolov, assise au 3e rang, agite la main pour répondre à la question de la maîtresse, comrade Olga Petrovna, une femme aux lunettes cerclées de fer et aux chignons serrés comme un interrogatoire, qui projette sur l'écran craquelé un film en 16 mm sur les héros du parti. Et toi, Ilya, qu'est-ce que ton papa fait pour défendre la patrie contre les espions impérialistes? L'enfant, avec l'enthousiasme d'un sourire édenté, répond d'une voix claire qui porte jusqu'au fond de la classe. Papa écoute la radio la nuit, il entend des Américains qui disent que Khrouchtchev ment, et il parle d'avions qui volent plus vite que les nôtres. Un silence tombe, lourd comme une dalle de ciment, les camarades se retournent, ricanant d'abord, puis se taisant sous le regard pétrifié d'Olga Petrovna, dont les doigts blanchissent sur son craie, notant mentalement le nom Sokolov, tandis que le projecteur continue de cliqueter, projetant des ombres dansantes sur les visages figés, et à la récréation, alors qu'Ilya court dans la cour gelée, lançant une balle de caoutchouc contre le mur écaillé, Olga Petrovna se dirige vers le bureau du directeur, frappant 3 fois avant d'entrer, refermant la porte avec un claquement sec qui résonne comme un verrou de cellule, et dicte son rapport sur le formulaire standard du Komsomol, possible contamination idéologique au sein de la famille Sokolov, enfant rapporte écoute radio hostile, vigilance requise. Ce soir-là, 18h52, retour à l'appartement, Nadia prépare le bortsch dans la cuisine enfumée,
les pommes de terre épluchées, avec un couteau émoussé qui glisse parfois sur ses doigts gercés, écoutant le bulletin radio d'État qui vante les récoltes records alors qu'elle sait que Piotr a encore sauté le dîner à l'usine pour un overtime suspect, et quand Ilia rentre, les joues rougies par le froid, il babille innocemment. « Maman, j'ai dit à la maîtresse pour la radio de papa, elle a souri, mais ses yeux étaient bizarres. » Nadia se fige, la louche suspendue au-dessus de la casserole bouillonnante, un filet de jus rouge coulant sur le gaz comme du sang. Elle pose l'enfant sur une chaise, s'agenouille pour être à sa hauteur, sa voix un murmure pressant. « Qu'as-tu dit exactement, Ilia ? Répète-moi mot pour mot. » Mais l'enfant hausse les épaules, déjà distrait par un crouton de pain, et dehors, dans la cage d'escalier, un pas traîne, lent, délibéré, comme si quelqu'un montait les marches une à une, comptant les secondes, attendant le moment où une porte s'entr'ouvrira. Piotr rentre à 20h17, le visage tiré, une égratignure fraîche sur la joue qu'il attribue à un accident au chantier, mais qui provient en réalité d'une rencontre tendue au Dead Drop, où le contact, un diplomate suédois sous couverture, a chuchoté « Il surveille les écoles, prudence avec le gamin ». Et au dîner, autour de la table bancale éclairée par une unique ampoule qui grésille, la tension s'installe. Nadia servant les assiettes en évitant les regards, Piotr mâchant lentement sa bouchée de pain noir, écoutant le tic-tac de l'horloge qui semble accélérer. Et quand Ilia répète son anecdote scolaire, Piotr pose sa fourchette avec un claquement qui fait sursauter tout le monde, ses yeux s'assombrissant comme un ciel d'orage. « Tu ne dois plus jamais parler de la radio, Ilia. C'est un secret de famille, comme le jour où on a caché le chat du voisin des miliciens. » Les jours suivants s'étirent en une lente agonie de paranoïa. Chaque matin, Piotr inspecte le téléphone mural, ce combiné noir aux fils usés qui pourrait déjà être sur écoute, ses doigts palpant les connexions pour détecter les dérives magnétiques d'un mouchard KGB, et, à l'usine, pendant les pauses cigarettes dans la cour bétonnée où le vent charrie l'odeur de soudure et de sueur, il évite les regards des collègues, ces ingénieurs au verbe aiguisé par la vodka du samedi. L'un d'eux, Victor, un homme trapu aux mains calleuses, lui tapote l'épaule un midi. « Sokolov, on dit que ta gamine. »« Pardon, ton fils. Parle trop en classe. Méfie-toi. Les murs ont des oreilles jusqu'au pupitre. » Piotr hoche la tête, allumant une autre Belomor-Canal dont la fumée monte en spirale vers le ciel gris, le filtre se consumant entre ses lèvres gercées, tandis que le temps s'alourdit. Chaque bouffée une respiration volée au destin. Chez Nadia, les courses au marché deviennent un calvaire. La file d'attente serpentant sur deux pâtés de maison sous la pluie fine qui trempe les manteaux, les femmes chuchotant sur les files d'espions, et quand elle tend ses tickets rationnés à la caissière, celle-ci la fixe un instant de trop. « Sokolov ? Ah oui ? Votre mari l'ingénieur ? Il travaille dur pour la patrie, n'est-ce pas ?» Nadia acquiesce, le cœur cognant, serrant son cabas contre elle comme un bouclier dérisoire, et rentrant, elle trouve Ilia jouant avec des soldats de plomb sur le sol, mimant des batailles où les Américains gagnent toujours, comme dans les histoires de papa. La surveillance s'intensifie imperceptiblement. D'abord un camion de livraison qui stationne trop longtemps sous les fenêtres, ses occupants fumant en silence, leurs silhouettes indistinctes derrière les vitres embuées, puis des lumières qui s'allument dans l'appartement du dessous à des heures inhabituelles, des pas qui montent et redescendent l'escalier sans frapper nulle part, et une nuit, à 2h11, le téléphone sonne enfin, strident dans le silence, 4 sonneries interminables, avant que Piotr ne décroche, la voix rauque à l'autre bout. « C'est pour le lait, Tongji. Demain, double ration si vous passez au dépôt. » Un code pour annuler le dead drop, mais le déclic de la ligne qui s'interrompt porte l'écho d'une respiration étrangère, un mouchard branché depuis des jours. Le lendemain, 11 octobre, école numéro 47,
Olga Petrovna convoque Ilia dans son bureau. Une pièce étouffante, au poster de Lénine jauni, la porte fermée, elle offre un bonbon à l'acide, sa voix mielleuse. Raconte-moi tout sur la radio de papa, Ilia, c'est pour aider la patrie. L'enfant hésite, mâchant lentement, le sucre collant à ses dents, et répète les bribes entendues. Ils disent que Gorbatchev, non, Khrouchtchev, va tomber, et qu'il y a des bombes sous la mer. Olga note frénétiquement, son stylo grattant le papier comme des ongles sur un cercueil, et à 14 heures, un appel discret au quartier du KGB de Leningrad, section contre-espionnage, où le major Anatoly Grigorievitch Kuznetsov, un homme aux yeux de pierre et à la moustache taillée au cordeau, reçoit le rapport, allumant une Java dont la fumée emplit son bureau au classeur verrouillé, murmurant à son adjoint « Sokolov, ingénieur, contact probable avec les services occidentaux, surveiller la famille, filature 24/7 et l'enfant pour craquer les parents. » Dès lors, la paranoïa s'infiltre comme un gaz toxique. Piotr, cessant les transmissions, démontant la radio pièce par pièce dans la salle de bain, les éclats de verre radioactifs potentiellement traçables jetés dans les toilettes qui gargouillent comme un rire moqueur, et les nuits deviennent des veilles interminables. Nadia se réveillant en sursaut au moindre bruit, écoutant les câbles de l'ascenseur qui grincent au loin, imaginant des agents en civil gravissant les marches, leurs chaussures de cuir étouffant les pas sur le béton érodé, et Ilia, sentant la tension, commence à poser des questions. Pourquoi papa regarde toujours par la fenêtre? Y a des loups dehors? Piotr le prend sur ses genoux, lui racontant des contes édulcorés de la taïga sibérienne. Mais ses mains tremblent, la cigarette entre ses doigts se consumant jusqu'à lui brûler la peau sans qu'il s'en rende compte. Une semaine passe ainsi, étirée en éternité, les repas se réduisant à des silences rompus par le bruit des cuillères contre les bols ébréchés, les promenades du dimanche au parc torride devenant des parcours minés, Piotr jetant des regards au banc où des retraités lisent Proda, mais l'un d'eux pourrait être un moineau du KGB. Ces observateurs anonymes qui notent les habitudes, les trajets, les absences. Le 21 octobre, 19h43, un coup discret à la porte, 3 frappements mesurés, et vous hésitez, Piotr, le cœur suspendu dans votre poitrine comme un pendule arrêté, sachant que l'ouvrir pourrait inviter l'abîme, mais que l'ignorer serait pire, car le silence attire les soupçons, comme la lumière les papillons. Nadia presse Ilia contre elle, chuchotant « Cache-toi sous la table ». Et Piotr entrebâille la porte sur 2 hommes en imperméable gris, badge KGB discrètement luisant. Piotr Ivanovitch Sokolov, une vérification de routine pour la sécurité du quartier. Ils entrent sans attendre, fouillant les tiroirs avec une efficacité clinique, palpant les matelas, examinant les livres usés à la recherche de microfilms cachés dans les reliures, l'un d'eux s'arrêtant devant la table de nuit, sortant la boîte à cigares vide, haussant un sourcil. « Vous fumez beaucoup, Tongji », pendant que l'autre interroge Ilia, assis pâle sur son lit. « Raconte-nous sur la radio, petit. On protège ton papa des méchants Américains. » L'enfant bredouille, les larmes coulant, et ils repartent après 2 heures qui semblent des jours, laissant derrière eux un appartement sans dessus-dessous, les cœurs brisés en miettes. La spirale s'accélère, les filatures deviennent flagrantes. Une Lada noire garée en double fil sous les fenêtres, ses occupants lisant des journaux, mais photographiant chaque entrée-sortie. Piotr manquant un jour de travail sous prétexte de maladie, restant prostré dans l'obscurité, écoutant la radio d'État qui dénonce les traîtres, et Nadia, au supermarché, trouve son ticket rationné refusé. Problème administratif. Revenez demain. Un sourire pincé de la vendeuse masquant la sentence. Les nuits s'allongent. Le 28 octobre, 1h37. Téléphone sonnant à nouveau. Anonyme. Abandonné, Sokolov, ou le gamin ira en colonie corrective.
Piotr raccroche, trempé de sueur, et décide de fuir, contactant via un appel codé depuis une cabine publique. Le combiné graisseux collant à l'oreille, les pièces tremblant dans la fente, un safe house près de la frontière estonienne, mais le réseau est compromis, le major Kuznetsov ayant déjà tendu sa toile. Le 3 novembre, aube blafarde, 5h12, l'assaut, des camions bâchés bloquent la rue Sovietskaya. Des hommes en tenue d'intervention KGB montent l'escalier en silence, bélier à la main. La porte explose dans un fracas de bois éclaté. Piotr bondit du lit. Nadia hurle en protégeant Ilya, mais ils sont submergés. Menottes cliquetant froidement sur les poignets. L'enfant pleurant « Papa, les loups !» emmené en pyjama dans le froid mordant. Au quartier, salle d'interrogatoire aux murs nus, ampoule unique oscillant au plafond, bourdonnant comme un insecte piégé, Kuznetsov face à Piotr, dossiers jaunes étalés. « Ton fils t'a condamné, Sokolov, une parole innocente, et voilà. Microfilms au cimetière, radio à ondes courtes, contact à Helsinki. Confesse pour la famille. » Piotr craque après des heures, le temps étiré en néant, voix brisée énumérant les dead drops, les codes, pendant que dans une pièce adjacente, Nadia voit Ilya à travers un miroir sans teint, l'enfant dessinant des avions américains sous l'œil d'un psychologue du KGB. Les conséquences s'étendent comme une tache d'encre. Piotr condamné à 25 ans au goulag de Kolyma, wagons à bestiaux brinque-ballant dans la taïga infinie. Nadia à 10 ans pour complicité. Ilya placé en orphelinat rééducatif à Mourmansk, où les maîtres du parti lui apprennent que son père était un traître. Le hantant de cauchemar, où sa voix d'enfant résonne encore. Papa écoute les Américains. Des années plus tard, les archives déclassifiées murmurent le nom Sokolov comme un avertissement. Une parole innocente, un réseau démantelé, des vies pulvérisées dans le silence des neiges éternelles, et dans les couloirs vides de Leningrad, l'horloge tic-tac toujours, attendant la prochaine innocence fatale. Mais le vide persiste. Nadia libérée prématurément, brisée, errant dans les rues, cherchant un fantôme d'enfant devenu homme sans mémoire, et Ilya, adulte, fuyant vers l'Ouest en 1989, portant le poids d'une faute qu'il n'a jamais comprise, écoutant enfin la voix de l'Amérique sans filtre, mais n'entendant que l'écho de sa propre condamnation. Le bourdonnement des lumières fluorescentes dans les bureaux du KGB éteint maintenant, mais la surveillance, elle, ne dort jamais, tapie dans les ombres des mémoires fracturées. Gross, Atto, 2. 1989. Le mur saigne encore ses derniers briques à Berlin. Mais à Mourmansk, le vent arctique fouette les quais rouillés du port, où Ilya Sokolov, 28 ans, barbe hirsute et yeux creusés par les nuits sans sommeil, serre un sac de toile usé contre sa poitrine. Dedans, un magnétophone Smuggling Voice of America Band, un faux passeport estonien acheté aux mafias baltiques et une photo jaunie de Nadia, sa mère disparue, sourire figé comme un hologramme du passé. Il monte à bord d'un chalutier roumain. Capitaine aux mains tachées de fuel marmonnant, pour un billet à l'ouest, on ferme les yeux sur les fantômes, tandis que les projecteurs du KGB balaient l'horizon, cherchant des ombres dans la brume. À Helsinki, premier sol libre, Ilya halète dans une planque d'exilés lituaniens, téléphone crachotant la voix d'un contact CIA. « Sokolov, ton père était l'un des nôtres. Dead drops impeccable jusqu'à ce gamin. On te sort d'ici, mais dis-nous ce que tu sais des archives Kolyma. » Ilya secoue la tête, la faute enfantine gonflée en ulcère. Rien. Juste des cauchemars. Papa et les loups. Mais la nuit, seul dans un grenier aux poutres craquantes, il déroule les bandes, entend la voix de l'Amérique. Jazz interdit, nouvelle de perestroïka, et superpose l'écho de son propre cri. Papa écoute les Américains. Les murs suintent d'humidité, miroir des cellules d'enfance. Nadia,
miraculé des camps, réapparaît comme un spectre à Leningrad rebaptisé Saint-Pétersbourg, mendiant devant la Neva gelée, cheveux blancs prématurés noués en chignon défait. Elle traque Ilya via des rumeurs de samizdat, cartes postales codées glissées sous les portes des dissidents. Mon fils, les loups ne dorment pas. Elle le trouve enfin à travers un appel clandestin, sa voix rauque filtrant du combiné. Ilya, c'est maman. Ton père n'était pas traître. C'était moi, le microfilm dans la radio, ta parole. Elle nous a sauvés en nous condamnant. Silence électrique, puis Ilya, brisé. Trop tard. Les ombres me suivent. Mais la surveillance mute. Pas plus KGB, mais satellite américain. Dossier FBI numérisé. Ilya, naturalisé à Washington. Employé banal d'une firme de consulting sans le picotement. Un voisin trop curieux. Un appel anonyme. Héritage Sokolov, on sait pour Colima. Nadia arrive en Boeing brinque-ballant, pyjama d'hôpital sous son manteau, et dans un motel anonyme au néon clignotant, mère et fils confrontent le miroir sans teint de leur sang. Une parole innocente, et le cycle recommence. Dehors, la neige tombe, éternelle, tandis qu'un drone invisible bourdonne au ciel. La voix de l'Amérique, susurrant désormais des pubs pour cola et liberté, masquant l'écho des menottes cliquetantes. Les archives, déclassifiées en 2025, révèlent le twist. Ilya, agent double involontaire. Ses confessions d'exilés alimentant un nouveau réseau russe naissant, né des cendres du goulag. Nadia meurt dans l'ombre, murmurant « Les loups », toujours. Et Ilya, vieilli, fuit encore. Radio à ondes courtes calées sur des fréquences fantômes, attendant la prochaine innocence, celle de son propre enfant, peut-être. Dessinant des avions chinois sous l'œil d'un algorithme impitoyable. Tic-tac des horloges numériques, surveillance omnisciente, tapis dans les pixels des mémoires fracturées pour toujours. Diber Biladus, acte 3. Les pixels affamés. L'enfant d'Ilya, Sacha, naît sous algorithme vigilant, pixels pour berceau, caméra pour mobile, Washington suburbain, 2032. Maison connectée chante des berceuses en mandarin piraté. Alexa murmure « Papa est un fantôme » entre deux pubs pour drone livraison. Sacha grandit, doigt sur écran tactile, traçant des avions furtifs, non chinois, mais quantiques. Ailes invisibles filant vers des cieux hybrides, Russie-Amérique en fusion cryptée. Ilya, ombre édentée, squatte un van Faraday anti-radar. Ondes courtes crachotant des bribes. Colima 2, 0, camps virtuels en métavers. Nadia hante ses rêves, chignon spectral dans le rétro. Un ping, message deepfake de maman, lèvres pixelisées. Les loups ont des crocs de silicium. Fuit ou devient le microfilm vivant. Mais trop tard, le voisin, ex-CIA recyclé en modérateur TikTok, a flairé l'héritage. ADN numérisé sur Ancestry. Comme confession d'Ilya, scrappée par des bots russes. Sacha, ado rebelle, hack l'école via VR. Devoir sur Staline, remixé en mème viraux. Héritage Sokolov détecté. Alerte l'IA du FBI 2. 0. Fusionné à Sorme chinois loué par Lise. Il y a surgi, radio à la main, dans le sous-sol où Sacha code son premier malware. Fils, une parole, et le cycle bouffe ses propres queues. Dialogue haché, sous le bourdonnement des serveurs cloud. Les ombres, papa? Partout! Dans ton feed, ton sang. Raid virtuel. FBI holographique envahit l'écran. Menottes numériques cliquent sur Avatar. Ilya active le Scrambler. Van filant vers le Canada. Neva gelée troquée pour fjords nordiques. Sacha, extradé en esprit, corps en stase, âme uploadée dans un tribunal blockchain, plaide. Mon grand-mère était le microfilm. Moi, juste un like de trop. Archive 2040, quantique, twist fractal. Sacha, agent triple involontaire, c'est hack alimentant un réseau global naissant,
Néo-goulag des data centers, où loups et drones fusionnent en meute IA. Ilia meurt en exil arctique, radio calée sur fréquence morte. Les innocents, toujours. Sacha, libéré réincarné dans un corps synthétique, fuit vers l'Antarctique, où la glace éternelle cache des serveurs endormis, attendant la prochaine naissance, celle d'un petit-fils, peut-être, griffonnant des fusées martiennes sous l'œil omniscient d'un dieu algorithme. Tic-tac des qubits, surveillance infinie, tapis dans les fractales d'un sang éternellement traqué. Rideau numérique. Neige pixelisée tombe sur l'auditoire connecté, pub pour immortalité masquant l'écho des chaînes virtuelles.